n'est pas encore conclu. La première question est... Bonsoir. Pour qu'une idée émerge et puis a des chances d'aboutir, il faut déjà que la population la reçoive de façon plutôt positive. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de l'état de pensée de la population en France, par exemple, voire dans d'autres pays et en Europe? C'est pas facile de répondre à cette question. On n'a pas de sondage, on n'a rien. Dans des sociétés qui se tendent, comme c'est le cas, je pense, aujourd'hui en Europe, je ne suis pas sûr que le concept de revenu universel soit forcément bien perçu. Mais c'est un sentiment. Oui, le sort de Benoît Hamon, non, c'est peut-être pas lié uniquement à cette proposition-là, mais peut-être aussi. Parce qu'on a bien vu que lors des dernières élections, ça a été mal perçu quand même, quoi. Probablement mal préparé aussi. Enfin, oui, il y a eu aussi un peu un rétropédalage du candidat sur la question du chiffrage. Ouais. On avait le sentiment qu'on partait d'un revenu universel pour arriver à un revenu qui ne l'était plus vraiment. Voilà. Mais bon, les syndicats sont quand même globalement hostiles à cette notion. Il y a aussi ça. Globalement, il y a quand même un... La CGT est clairement hostile. La CGT, je ne sais pas. Mais oui, dans le... Pour quelle raison la CGT aussi? Bah, je pense que c'est profondément culturel. Je pense que l'idée d'abandonner le travail ou de marquer... Non, mais on le voir comme ça, c'est les petits bouts d'alarmière. Excuse-moi, mais... Non, Robert Castel, qui était un sociologue de gauche, quand même, hein, assez clairement, pour lui, envisager la sortie d'une économie et d'une société du travail lui paraissait une faute politique, je crois. Et je pense que dans l'ADN des syndicats, effectivement, ce type de discours n'est pas forcément recevable. C'est vrai que la CGT a pris une position assez claire là-dessus. D'autant qu'on n'a pas de certitude. C'est vrai que, je ne sais plus qui avait rapporté cette anecdote d'un citoyen parisien se baladant dans Paris au début du 19e siècle et se rendant compte qu'il y avait de plus en plus de chevaux à Paris, parce que la circulation augmentait et que ça crée des nuisances quand même assez fortes, qu'on a évidemment oublié aujourd'hui. Et à un moment, il dit je n'ose pas imaginer ce que sera Paris dans un siècle. Paris croulera sous le crottin de cheval. Voilà. Donc, ce qui était vérité à son époque à lui ne l'était plus un demi-siècle après, avec l'arrivée de l'automobile. Donc, on est aussi, moi je crois qu'il faut être très humble par rapport à ça, sur notre vision de ce que sera l'avenir ou pas du travail. Je crois qu'on n'en sait rien. Moi, j'ai lu un certain nombre de choses. Il y a une dernière étude, là, ça concerne les États-Unis. 20 millions d'emplois pourraient être créés grâce à l'intelligence artificielle. Et il y avait une étude anglaise en 2013 qui annonçait des destructions massives d'emplois. Donc, on a énormément de mal, je trouve, à anticiper ce que sera la société de demain avec ou sans travail. Donc je crois qu'il faut rester extrêmement prudent sur cette question-là. L'histoire n'est jamais écrite d'avance et on s'est tellement trompé qu'il faut que ça nous rende humbles, je pense. Plus la transition écologique, Oui, bien sûr. Il y a aussi de nouveaux secteurs, indépendamment de l'intelligence artificielle. Oui. Et là, on dit qu'il y a des gisements d'emplois qui sont très importants au niveau européen et français. Donc, si on accepte l'idée qu'on restera quand même dans une économie du travail, dans une société du travail, la question du revenu universel se pose différemment. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se pose pas, mais elle se pose autrement. Après, la question, c'est est-ce qu'il faut envisager une généralisation à l'ensemble de la population, compte tenu des coûts, ou de rester sur des dispositifs ciblés. Voilà. Et la conditionnalité, quoi.
Je trouve que c'est une vraie question. Parce que on voit bien que dans l'esprit des libéraux, on est dans une approche un peu pour solde de tout compte, quoi. Et tous les citoyens sont mis à travers ce revenu universel au même niveau, en disant voilà, c'est 500 € pour tout le monde. Voilà, et donc quelque part on a payé notre dette, ou la société a payé sa dette aux citoyens, et puis après, que chacun se démerde, quoi. Et c'est là que les difficultés peuvent commencer. Et dans les rapports de force, je ne sais pas ce qu'ils seront, mais je ne sais pas si sur le marché du travail, par exemple, le rapport de force sera aussi favorable que ça aux salariés, quoi. On peut l'espérer, le souhaiter, que ça lui offre davantage de choix, de liberté de dire non, parce qu'il aura ce filet de sécurité derrière. Et si ce n'est pas le cas, et quid du salaire minimum, qui est, avant même le revenu universel, parfois discuté, contesté par certains. Bon, ce sont des vraies questions qu'il faut quand même se poser, je pense, avant. On voit bien quelle est la difficulté, en fait, de mise en œuvre d'un revenu universel généralisé, pas des expériences ici ou là qui vont toucher l'un ou l'autre, l'une ou l'autre des catégories qui doivent être concernées par le revenu universel, notamment les plus pauvres. Mais si on généralise vraiment ce revenu universel, on voit quelles sont les difficultés de mise en œuvre d'un tel dispositif. Dans notre système démocratique, consacrer toutes nos forces à mettre en place un revenu universel, à mon avis, c'est une erreur. Parce qu'on a bien d'autres choses à faire et où se battre, plutôt que de se battre sur l'application d'un système comme celui-là, qui globalement... alors, je sais bien que dans le programme de Benoît Hamon, il y avait aussi une réforme fiscale. Mais le problème, c'est que le top... Génération libre aussi, hein. Ouais, bah oui, mais sauf que si tu veux, le flyer, il est sur le revenu universel. Et alors que le flyer, il devrait être sur la réforme fiscale, parce que c'est ça le fond du problème. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Et les enjeux financiers sont colossaux quand même. Ça se chiffre en dizaines, voire centaines de milliards. Quand on voit que pour quelques centaines de millions d'euros, le ministère des Armées, par exemple, est allé au clash après l'été, parce qu'il y avait une dotation de l'État qui a été remise en cause. On était sur quelques centaines de millions, 700 millions, je crois, d'euros, à peine 1 milliard. Et là, on est sur des montants qui sont sans commune mesure. Henri Sterlignac, c'est un économiste de l'OSCE qui est quand même assez carré dans ses études, qui est un des meilleurs économistes français, celui qui publie le plus dans les grandes revues internationales. Voilà, je rappelle, hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein, une telle prestation coûterait 588 milliards. C'est des montants qui sont vertigineux. Je rappelle que le PIB, c'est 2280 milliards. C'est un quart. Bon, si on enlève les économies qu'on pourrait réaliser par ailleurs, hein, les prestations, en tenant compte des dépenses supplémentaires, on est quand même sur un montant de l'ordre de 480 milliards. Ce sont des montants qui sont vertigineux, hors de portée. On est quand même aussi contraint, il faut quand même le dire, dans le cadre de l'Europe, à avoir un déficit public qui soit inférieur à 3% du PIB, et on s'est même engagé au retour à l'équilibre des comptes publics en 2022. Donc, vous voyez, passer déjà de moins 3% de déficit à 0%, c'est 3 points de PIB, un point de PIB c'est 22 milliards, ça fait 70 milliards. Et on n'est pas sûr d'arriver à l'équilibre des comptes publics dans 5 ans. Parce que trouver, en plus des économies qui ont déjà été faites sur les services publics, 60 et quelques milliards, c'est quand même un montant déjà extrêmement élevé. Et les montants du revenu universel, à condition qu'on l'applique stricto sensu, hein, dans son intégralité, on est sur des montants beaucoup plus élevés encore que ça, quoi. Donc c'est vrai que, est-ce que la mobilisation doit se faire sur le revenu universel ou ailleurs? C'est une très bonne question. Ça répond quand même à la lutte contre la pauvreté et à la lutte contre les... Oui, mais ça, tu peux l'avoir à travers des dispositifs ciblés. Je trouve quand même que bon, le revenu universel, il répond, ou le revenu de base, il répond quand même à cette question. Et c'est quand même une bataille à mener, la lutte contre
la pauvreté. Oui, mais les dispositifs qui existent sont censés mener déjà cette bataille. Déjà, mais enfin, Est-ce que le fait d'élargir, ouais, mais enfin, Oui. son sens, c'est de manière quand même satisfaisante. D'accord. Mais tu n'as pas la promesse qu'un revenu universel demain permettra Non, forcément d'améliorer cette... Alors, est-ce qu'on pourrait avoir l'automaticité sans avoir l'universalité, quoi? C'est-à-dire simplifier les dispositifs pour faire en sorte que ce ne soient pas les allocataires qui soient en situation de demander. Voilà, ça c'est une vraie question. Génération Libre insiste beaucoup sur ce point. Dans la simplification du système, pour eux, ce qui est très important, ils l'écrivent, vous pouvez aller sur leur site, c'est justement le fait que les allocataires ne soient plus en situation de demander. Qu'ils puissent obtenir leur allocation sans avoir à ne pas être en situation un petit peu de quémander et d'être stigmatisé, quoi. Là, on est largement dans l'idéologie. C'est-à-dire que, à mon avis, c'est pas très compliqué techniquement. Je vous rappelle qu'il y a un micro. Non, mais je pense On entend. que les gens entendent. On a acheté quand même des micro-baladeurs. Autant les utiliser. Je pense qu'il n'y a pas de difficultés techniques majeures qui empêchent de distribuer les allocations, le RSA ou autre, à l'ensemble de la population éligible. Sauf que il faut prendre le parti de dire, a priori, ces populations, dans les déclarations qu'elles ont faites, sont honnêtes, ou en tout cas le sont à 90%, et en tout cas dans des chiffres bien supérieurs à ceux que tu nous annonçais tout à l'heure, c'est-à-dire des non-perceptions d'allocations dues de l'ordre de 30 ou 40%. L'honnêteté des gens est bien au-delà. Donc, on prend le principe qu'en fonction des éléments dont dispose l'administration, on verse, et puis après on voit. Mais ça, c'est totalement idéologiquement non défendable. Voilà. C'est ça le fond du problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui dire on verse les allocations à tous ceux qui, normalement, d'après les éléments qu'on a, sont éligibles au régime d'aide dont on dispose en France. Le discours ambiant, c'est pas celui-là. Le discours ambiant, c'est de dire il y a des fraudeurs. Il y a des fraudeurs. Moi, j'ai assisté à des réunions d'encadrement dans les directions des services fiscaux, notamment sous Sarkozy, où on venait nous expliquer que ça allait désormais bien se passer dans la mesure où on allait lutter efficacement contre la grande fraude, en l'occurrence la fraude aux allocations. Comme ça, je veux dire, tant qu'on en sera là, effectivement, on aura un problème d'allocation sur les droits des populations les plus défavorisées. Oui, moi je pense aussi qu'on peut parfaitement dissocier les deux. Pour avoir un système beaucoup plus direct, beaucoup plus simple, sans passer forcément par le revenu universel. Je pense que le débat sur le revenu universel, on est en train de le regarder avec l'ensemble de nos cultures. La moyenne d'âge de la salle étant pas particulièrement basse, l'imprégnation de nos cultures est encore plus forte. Demain, ce n'est pas nos cultures qui vont prévaloir. C'est toute la notion de transition sociétale dans laquelle on est. On parlait de l'intelligence artificielle tout à l'heure et de l'impact de l'intelligence artificielle, notamment sur les emplois. Je pense que toutes les personnes qui auront un faible niveau de connaissance ou qui n'auront pas la formation nécessaire vont se retrouver totalement larguées dans un monde où le numérique est en train de prendre une part de plus en plus importante, et on le voit au quotidien dans nos habitudes, et que la notion de revenu universel, c'est plus seulement une notion de calcul économique, c'est une notion de mode de vie qu'on va pouvoir apporter à des gens qui n'auront pas accès au boulot, pas accès au travail tel qu'il va pouvoir se présenter demain, et qui, si on veut qu'ils puissent se lancer dans des activités qui vont leur être propres, auront besoin d'avoir un petit peu un filet derrière. Parce qu'autrement, ils ne pourront pas prendre aucun risque.
Et je crois qu'on est vraiment dans une réflexion sur une transition sociétale qui reste à écrire, mais qui est inévitable demain. Et on voit bien les prémices aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas seulement cette notion de combien ça coûte et qu'est-ce qu'on aura comme aide sociale. C'est quelle société on veut demain avec les modifications qui vont systématiquement arriver. Oui, il est certain que les évolutions à venir vont sans doute polariser un peu plus les emplois vers les catégories les plus qualifiées, les plus chanceux et avec plus de difficultés pour ceux qui n'auront pas de qualification. Après, c'est peut-être aussi l'aptitude de la société à recréer des emplois en direction de ces populations-là. Hein, les expériences dont j'ai parlé un petit peu en termes d'alternatives possibles, on l'observe d'ailleurs dans les faits dans beaucoup de pays, y compris des pays développés d'ailleurs, hein, qui recréent des emplois qu'on croyait définitivement disparus. Dans certains pays développés aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, on porte les courses du magasin à la voiture. Bon, c'est pas forcément très valorisant comme métier. Moi, quand je vivais au Maroc, c'est des choses que je voyais très souvent. Donc il y a peut-être aussi une réponse à avoir en termes d'emploi, et pas simplement considérer le revenu universel. Mais les robots font ça beaucoup mieux que nous. Donc on ne portera plus les courses jusqu'à la voiture. Oui, ben à ce moment-là, ça veut dire qu'on fait du revenu universel un revenu de pure assistance en dehors de la société. Pas seulement, parce que ça permet aussi de se lancer dans des activités qui sont différentes et qui ne seront pas automatiquement rémunératrices, mais qui peuvent être utiles à tous. Tu parlais de bénévolat tout à l'heure, par exemple, mais il n'y a pas que le bénévolat, il y a tout un ensemble de modes de vie ensemble en autoconsommation qui demandent du temps pour des gens et qui ont besoin aussi, qui peuvent démarrer que si derrière il y a un filet et puis un certain revenu qui permet de se lancer là-dedans, parce on ne va pas gagner d'argent, on va produire différemment et à des échelles différentes. C'est pour ça que je parle de transition sociétale liée qui va devenir obligatoire. Donc je pense que c'est un autre mode de production, c'est un autre mode de vie, et le revenu universel, il peut aussi servir à produire ces choses-là. Comment est-ce qu'on va se lancer dans une activité dans un village? Je pense qu'il y a des jeunes qui discutent de ça aujourd'hui dans pas mal d'endroits où le travail est difficile à trouver, qu'on ait ou qu'on n'ait pas de diplôme, avec d'autres modes de production à plus petite échelle, pour avoir une autoconsommation, comme on va mettre des panneaux solaires en autoconsommation demain. On fera la même chose avec son potager, avec des services qu'on s'échange, etc. Alors là, on est sur un horizon peut-être un peu plus long, quoi. Les chiffres pour l'avancée de l'intelligence artificielle, c'est dans les 20 prochaines années le grand maximum. Donc on n'est pas sur une projection qui est réaliste, on est sur une projection qui a une petite génération. C'est rien. Et quand on voit certains, enfin je sais pas si j'ai eu l'occasion d'écouter sur Internet et sur YouTube l'intervention de Laurent Alexandre au Sénat en janvier 2017, pardon. C'est quand même, ça fait relativement peur sur l'avenir qui va arriver. Il n'est pas le seul. Bon, il a une opinion particulière, on est d'accord. Mais ça fait quand même partie des gens qui ont pas mal travaillé sur le sujet et qui permettent de réfléchir aussi sur et d'être un peu inquiet sur ce qui peut nous arriver demain. En 3 mots. Moi, je pense que la personne en question s'appelle Laurent Alexandre. Si vous tapez sur YouTube Laurent Alexandre, vous allez très vite à cette intervention-là. Ça va durer 6-7 minutes. Il prenait en compte le développement de l'intelligence artificielle en positionnant la France comme mal engagée dans ces domaines-là, où pour apprendre, alors je vais être mauvais mais très très synthétique, où pour apprendre, les ordinateurs et les machines ont besoin d'avoir des informations, et que les sommes d'informations recueillies par des grands du numérique comme Google par exemple sont importants pour un bon développement et que c'est pas en France que ces éléments-là vont se passer. Donc il parlait des évolutions liées à l'évolution de cette intelligence artificielle
Et derrière les évolutions, à une mutation en termes de postes de travail qui pouvaient arriver et des problèmes de formation, avec la nécessité d'anticiper les formations nécessaires pour la génération qui arrive maintenant. Quand on parle d'une petite vingtaine d'années, c'est bien là-dessus qu'il faut se tourner. Dans sa thèse, une synthèse incomplète, hein, mais... Il pense que la France est en train d'accumuler un retard en matière d'intelligence artificielle. Il invite les gouvernements et notamment l'éducation nationale à intégrer beaucoup plus ces évolutions à venir pour que l'on soit prêt à affronter ce qui lui paraît effectivement inéluctable. Et son discours est aussi controversé. Oui, bien sûr. Juste pour réagir sur le débat qui vient d'avoir lieu, je pense qu'il restera toujours des emplois peu qualifiés. Une des questions qu'a l'intérêt de soulever ce débat à ce sujet, je trouve, c'est comment on reconnaît et comment on paye le travail, en fait. Le travail dans tous les sens du terme, y compris le travail bénévole. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup des travaux les plus utiles à la société sont bien souvent les moins bien rémunérés. On sait que la population française va beaucoup vieillir dans les décennies qui viennent. Donc il y aura de plus en plus de besoins d'aide à la personne, notamment au domicile, parce que c'est vraiment l'orientation qu'on prend sociétalement aujourd'hui. Et quand on voit la reconnaissance, notamment salariale, mais aussi sociétale, qu'on propose aux personnes qui font ce travail aujourd'hui, ça pose question. Donc moi je trouve que je suis aussi très circonspecte sur le revenu universel, mais je trouve que c'est pour moi une mauvaise réponse à des bonnes questions. Et je trouve que ça a au moins l'intérêt de soulever des questions comme comment on reconnaît, comment on valorise et comment on paye le travail, et surtout le travail utile à la communauté. Comment est-ce qu'on partage les richesses qui sont produites? Parce qu'on parlait de taxer les robots, finalement ça revient un peu à cette question-là. Et la question de la financiarisation de ce dispositif, je trouve qu'on n'en débat pas beaucoup, en considérant un peu que les ressources sont fixes, alors que c'est objectivement pas le cas. Par exemple, si on arrivait à lutter efficacement contre l'évasion fiscale, les ressources seraient bien différentes. Donc je trouve qu'il faudrait élargir les réflexions à d'autres sources de financement possibles. Alors évidemment, on va me dire que là on est dans l'utopie, peut-être, mais de toute façon, là on réfléchit largement, je pense. Et voilà, moi je pense que ça a l'intérêt de poser beaucoup de ces questions-là. Dans le programme de Benoît Hamon, la question de la lutte contre l'évasion fiscale a été évoquée comme une source de financement possible pour le revenu universel. C'est vrai qu'on ne peut pas non plus raisonner à ressources constantes, mais l'évasion fiscale est évaluée à peu près à une soixantaine de milliards par an, ce qui correspond à notre déficit public. Donc c'est quand même des montants très très importants. Après, le revenu universel peut engager des montants encore plus importants. Et puis les dépenses sont sûres, les rentrées plus aléatoires. Ouais. Alors je cherchais là la CFDT a fait faire une enquête auprès de 200 000 salariés. Vous l'avez peut-être vu sur le site du Monde. Et le résultat, c'était de cette enquête, c'est que 40% des 200 000 salariés interrogés disaient qu'ils ne pourraient pas être heureux sans travailler. Mais le revenu universel ne veut pas dire... Non, mais c'est pas simplement qu'ils étaient heureux au travail. C'est qu'ils ne pourraient pas être heureux sans. D'abord, c'est pas beaucoup, et ça dépend de la nature du travail. C'est quand même. Heureux au travail, c'est pas la même chose que pas être heureux sans travail. Dans les expérimentations que vous avez citées là, tout à l'heure, est-ce qu'il y en a qui peuvent être estimées un petit peu positives? Vous avez cité un certain nombre d'exemples, un certain nombre d'expérimentations.
dans différents pays en France. Est-ce qu'on peut estimer du positif dans certaines expériences? Alors ces expériences n'ont pas forcément le caractère universel qu'elles revendiquent par ailleurs. Hein. Je vais... Souvent, ce sont des expériences très localisées, en fait, sur des effectifs extrêmement réduits. On n'a pas forcément les évaluations, le retour de l'évaluation pour l'instant. Et souvent, elles s'adressent à des populations quand même qui sont ciblées. Voilà, donc je ne sais pas si ce sera forcément significatif de généraliser à partir de ces expérimentations qui restent quand même assez locales. Et souvent, elles étaient donc adressées quand même à des publics qui étaient plutôt en situation de difficultés économiques et sociales, notamment en Afrique, mais pas seulement. Et en Finlande. Oui. Oui, on était sur des personnes en recherche d'emploi. C'est pas forcément, encore une fois, moi c'est ça qui m'a un peu paru paradoxal, c'est par rapport à la définition du revenu universel et des expérimentations qui sont faites. Moi je ne les retrouve pas vraiment parce qu'en fait les expérimentations qui y sont faites le sont sur des publics ciblés, comme le sont, je dirais, les politiques sociales. Ouais, mais ces ressources sont des personnes en recherche d'emploi quand même. Donc qui dans tous les cas auraient été ou seraient les bénéficiaires de ces politiques. Quoi. Donc je trouve qu'il y a quelque chose qui me gêne dans ce décalage. Je comprends que ces politiques soient ciblées, d'ailleurs, après tout, ça me paraît même tout à fait légitime. Et à ce moment-là, est-ce qu'on doit continuer à utiliser le terme de revenu universel? Par définition, c'est difficile d'envisager une expérimentation. C'est difficile d'envisager une expérimentation de revenu universel. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as expliqué, ça suppose des financements qui permettent de faire face à ce revenu universel. Or, ces financements, ils sont de l'ordre de l'impôt, de l'ordre soit de taxes particulières liées à la mise en place de ce revenu, soit à la mise en place d'impôts de revenu complètement redéfinis en fonction de ça, puisque les chiffres que tu as cités montrent bien que ça ne peut être qu'une réforme globale de l'impôt qui puisse faire face à de telles sommes. Donc une expérimentation n'a pas de sens, d'une certaine manière, puisqu'en face de ces dépenses, qu'est-ce qu'on va mesurer? Prenons l'exemple de la Finlande, qu'est-ce qu'on va mesurer sur le fait d'allouer 560 € par mois pendant 2 ans à des personnes qui sont au chômage? Ça mesure quoi? Ce qui est intéressant, c'est de mesurer ce qu'il y a en face. Quel est le rapport entre... et comme tu le disais, bien évidemment, en plus d'élargir à l'ensemble de la population. Donc une expérimentation partielle, elle n'a pas de... c'est pas une véritable expérimentation. Ça dépend de l'objectif, effectivement, qu'on y fixe. Si l'expérimentation, elle est sur combien est-ce que ça coûte à la fin, un objectif. Si l'expérimentation, elle est comment les gens vivent et quelle est la modification que ça a amené sur la vie des gens qui reçoivent ces 500 €, qu'est-ce qu'ils ont continué à faire ou à ne pas faire, parce qu'on entend, et on voit dans pas mal des exemples présentés, que le postulat qui dit, à partir du moment où on va donner de l'argent aux gens, ils ne travailleront plus. C'est fou. C'est fou, je pense qu'il y a 2-3 retraités qui ont quand même quelques activités intéressantes, même s'ils ont une forme de revenu universel. Enfin, au moins une forme de revenu qui leur est pas apportée par leur travail d'aujourd'hui. Mais si l'expérimentation elle est sur quel changement dans leur vie et quel impact sur le reste et quel impact de leurs nouvelles activités ou qu'est-ce qu'ils vont pouvoir créer avec l'argent qu'on leur a donné, ça peut être totalement différent et la notion d'expérience partielle peut être intéressante. Si on prend l'expérience des microcrédits, une mode de crédit très, très ciblée et de faible importance, mais qui permettent dans certains pays à des gens de développer des petites activités.
et qui sont indispensables pour arriver à créer ces petites activités. On peut parfaitement imaginer qu'un revenu universel puisse servir en quelque sorte de microcrédit pour beaucoup de personnes qui vont avoir envie de lancer une expérience comme ça. Et là, à ce moment-là, si le but de l'expérience, c'est cet objectif-là et c'est de regarder ça, je répète que l'expérience partielle peut être utile. Mais la question est de savoir si la généralisation sera possible ou pas derrière, quoi. Malgré tout. Bien sûr. Mais elle sera plus facile si on a l'impression que c'est utile que si on a l'impression que ça ne l'est pas. Oui, la condition qu'elle soit On aura plus faisable, envie d'aller voir si c'est faisable. Je ne sais pas, la Norvège, la Finlande, c'est combien d'habitants? Ça veut dire 4-5 millions, mais on voit tout ça. Après, au-delà du financement, il y a aussi à quoi ça sert. Parce que derrière, au-delà de cette notion d'activité, on va se retrouver avec un bien-être de la population qui va être totalement différent. Un bien-être de la population, c'est aussi des économies de santé, c'est aussi un ensemble de choses différentes. Et en plus, ce revenu universel, c'est l'argent qui va être réintégré dans l'économie de toute façon. Donc le calcul, il ne peut pas seulement se faire sur le coût, il doit se faire aussi sur cet ensemble d'amélioration aux besoins de la vie des gens, qui a aussi des incidences, et puis sur cette redistribution. Quand on parle de ruissellement en disant les riches vont alimenter les pauvres parce qu'ils ont plein de sous, à partir du moment où on donne un peu de sous aux pauvres, on peut aussi avoir un effet de ruissellement qui est pas négligeable. Mais je crois dans les modèles, ils ont dû prendre en compte quand même les externalités aussi de ces revenus, je pense, y compris en termes de consommation. Je pense. Ça doit être intégré, je crois. Oui, moi je voulais juste poser une question à cette assemblée, parce qu'on est en train de parler de revenu universel. Rappelons le montant dont on parle, hein, on parle de 560, éventuellement 1000 euros. Ici, dans cette assemblée, qui accepterait de vivre avec ça? Alors à un moment, moi c'est la question que je me pose, hein, c'est qui est concerné, et de qui on parle, et comment on en parle, et effectivement, on peut avoir des grands principes, des grandes idées, mais enfin moi je crois que dans la société en particulier en France, si on ne prend que la France, avec 560 euros, on ne vit pas décemment. Donc voilà, donc déjà les dés sont pipés pour moi sur le principe. Après, on peut réfléchir sur le travail, ce que ça veut dire le travail, la fin du travail, mais est-ce qu'on parle de revenus quand on a 560 euros par mois pour vivre ici en France? Justement, ça renforce peut-être l'idée et la nécessité de garder des dispositifs qui soient ciblés. Est-ce qu'on n'a pas aussi un problème de formation? Parce qu'on entend dire tous les jours qu'il y a des métiers où il n'y a plus personne pour travailler. Il y a sûrement quand même un problème de formation aussi, parce que partout il y a des emplois qui pourraient être créés, mais il n'y a personne, parce que maintenant, bon, c'est vrai que le bac, on n'a plus envie d'être ouvrier quand on a le bac. Moi je ne sais pas, je ne peux pas expliquer, mais je lis tous les jours qu'on manque de bouchers, enfin on manque de monde un peu partout. Il y a des métiers qui sont honorables quand même. Est-ce que tout le monde doit aller à l'école jusqu'à 25 ans? Tout le monde ne va pas à l'école jusqu'à 25 ans. Moi, les problèmes de formation, ça m'inquiète un peu, parce qu'il y a quand même du travail où on manque de personnel et les emplois ne sont pas occupés. Je pose la question parce que je crois que c'est... Oui, c'est peut-être un autre sujet, mais il y a des secteurs sous tension actuellement, depuis peu de temps, quand même, oui, depuis quelques mois. Effectivement, il y a des secteurs qui sont sous tension par le fait qu'on a perdu des qualifications et que le problème qui a été soulevé par ce revenu universel, c'est effectivement la robotisation. Si on n'avait pas eu de robotisation, les chantiers ne pourraient pas faire des paquebots tels qu'ils font. Et ça nécessite bien sûr d'avoir des ouvriers, des opérateurs plus qualifiés. Et il y a des ouvriers qui ne peuvent pas atteindre cette qualification. Donc le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces gens qui ne peuvent pas atteindre cette qualification. Donc c'est de trouver des emplois qui permettraient effectivement de leur trouver une vie en société. Parce que je pense que le travail, c'est aussi, ça permet de faire des échanges et de vivre en société. Donc, on a une politique actuelle, on ne trouve plus de qualification parce qu'on a supprimé dans l'éducation nationale pas mal de filières qui sont maintenant en manque. Parce qu'on avait pour objectif,
en France, on se disait, nous, on va faire du service. On se rend compte qu'on ne peut pas faire que du service. On a une obligation d'avoir une industrie. L'industrie actuelle est en recherche de qualifications, et ces qualifications sont existantes parce qu'elles sont disponibles de l'éducation nationale, qui nous des filières d'apprentissage. Et ces qualifications sont de plus en plus importantes parce que tout devient automatisé, robotisé. On travaille avec l'informatique et des modèles mathématiques, ce qui nous permet d'avoir des précisions de fabrication et de réalisation. Le problème, c'est qu'on sait que le niveau de qualification augmente. Et qu'est-ce qu'on fait des gens qu'on laisse sur le côté qui ne sont pas capables d'atteindre ces qualifications? Donc il faut trouver des travaux nécessaires que peut-être on fait faire par des machines qui peut-être, je vais prendre un exemple, on fait nettoyer nos rues par des petites motos qui vont plus ou moins bien. Peut-être que si on prenait l'exemple d'un balayeur de Suisse qui a écrit un très beau livre, paraît-il, je l'ai pas lu. La balayeur de Paris, je crois. La balayeur de Paris, je crois. Oui, non, il est en Suisse. C'est un gars qui est en Suisse qui a écrit un livre et il trouve son bonheur à faire ce travail-là. Donc il faut essayer de trouver des solutions pour les gens qui ne peuvent pas atteindre les hautes qualifications que l'industrie a. Et ça, c'est une exigence, à mon avis, indépendante de la question de revenu universel. Elle se pose dans tous les cas. Oui, mais ça, c'était la question qui était de... Jusqu'à présent, on a eu beaucoup d'échanges très intéressants entre l'assistance et ton intervention. Moi, j'ai une question, parce que le terme revenu universel, comme je l'ai dit en préambule, est revenu en force dans la campagne présidentielle dernière. Tu m'as appris que dès 2002, des candidats de droite avaient... alors, moi, j'ai l'impression aussi quand même que les sociétés industrielles du monde civilisé, entre guillemets, avec énormément de guillemets, marchent mal, parce que cette question ne reviendrait pas sur le tapis, on ne se la poserait même pas si tout allait bien. Donc je pense que ça répond quand même à un problème de société. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, les répercussions économiques que ça a partout, c'est l'effet papillon, enfin voilà. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une interrogation à avoir, et c'est une manière d'aborder ce problème de société qui ne vont plus quand même très bien. Alors est-ce qu'elles n'ont jamais été en bon état de fonctionnement, j'en sais rien, mais est-ce qu'on a une idée de la raison pour laquelle ça revient, entre guillemets, puisque tu as parlé de la Révolution française, ça revient sur le tapis, donc c'est des vieilles idées qui deviennent nouvelles, mais pourquoi? Ça ne revient pas forcément sous la même forme quand même. Thomas Paine, avec son allocation universelle, dans l'esprit, on est dans le revenu universel, et en termes de contenu, on est évidemment très très éloigné des contingences d'aujourd'hui. C'était lié à une histoire particulière, de l'appropriation des terres, de la disparition des communs, et donc de la nécessité de compenser l'appropriation par une minorité de ces terres, en accordant à tous, disait-il, une rente. Ça ne s'est jamais produit d'ailleurs. Bon. Donc transposé à l'économie d'aujourd'hui, on est quand même sur des choses assez différentes dans l'esprit. Alors pourquoi c'est revenu là dans la campagne cette année? Je pense que ce que disait Franck tout à l'heure par rapport aux questions de robotisation, d'intelligence artificielle, ça va susciter davantage de questions sur l'avenir du travail, et ça peut-être explique pourquoi ce débat est revenu au cours de cette campagne. Mais c'est vrai que ce n'est pas la toute première fois non plus que ce débat est revenu, et je pense qu'il ne sera pas forcément tranché rapidement. Mais je pense que la question, elle est liée, je pense, à un environnement global aujourd'hui qui interroge. Oui. C'est pour ça que la question est intéressante. Les réponses, à mon avis, aujourd'hui, le sont moins. Moi, j'ai des réserves sur les réponses qui sont apportées. Il me semble aussi que si le débat est revenu sur la scène politique, c'est parce que c'est précisément l'échec
d'un certain nombre de politiques qui ont été conduites et d'échecs globalement de la société, à résorber un certain nombre de problèmes de fond, comme celui de la pauvreté, du chômage, et depuis, de manière récurrente, depuis quand même des décennies. Ce débat-là, on l'avait déjà eu un peu, si de mon âge s'en souviennent, lors de l'institution du RMI. On a vu ce débat-là sur la cistana, sur pourquoi est-ce qu'on donnerait un revenu minimum comme ça, de manière presque automatique, etc. etc. Donc ce débat-là, il revient parce que les problèmes de fond ne sont pas résolus. Moi, j'entends bien que les dispositifs existants peuvent être de nature à répondre à ces questions-là, mais il n'empêche que les dispositifs existants n'ont pas permis de résoudre le fait qu'il y a un certain nombre de jeunes aujourd'hui, les 18-25 en particulier, qui ne sont pas éligibles à un certain nombre de dispositifs et qui sont incapables d'avoir leur autonomie de vie parce qu'ils n'ont pas de revenus. Les dispositifs existants, ils ne permettent pas ils ont conduit à ce qu'il y ait un certain nombre de personnes dans la rue aujourd'hui et qui sont dans des situations d'extrême pauvreté. Donc on voit bien quand même que un dispositif comme le revenu universel, encore une fois, moi je l'ai dit tout à l'heure, hein, avec des limites dans l'universalité, mais le principe d'un revenu universel, de l'automaticité du versement de ce revenu universel, permettrait de résoudre de manière immédiate un certain nombre de dysfonctionnements de notre société. Et même si les montants qui ont été cités par moment, et là on fait le grand écart, hein, entre 500 euros par mois, 560 euros par mois, 1000 euros par mois, c'est on va de simple doute. Donc, il faudrait se caler un peu mieux sur le niveau du revenu universel en question. Mais même si ces montants paraissent insuffisants, il n'empêche que ça peut permettre à des gens de retrouver simplement la dignité et simplement de leur permettre de rebondir. Donc, ne serait-ce que sous cet angle-là, moi je pense que c'est un sujet qui mérite d'être approfondi et qui mérite d'être poursuivi en termes de débat. Alors, sur la question de la pauvreté, là j'ai juste quelques chiffres que j'ai trouvés sur le site de l'Observatoire des inégalités, un excellent site. Actuellement, le taux de pauvreté en Europe, en moyenne, est de 17%. Alors, quand on dit seuil de pauvreté, c'est 60% du salaire médian. Donc, pour donner une idée, le salaire médian, il est 1800 peut-être, je dirais. 1890, 1900, c'est ça, voilà. En ce moment. Ouais. Mais bon, ça dépend si on parle de salaire ou de revenu médian, parce que la notion n'est pas la même et un revenu médian serait peut-être plus parlant pour raisonner, puisqu'il tient compte du foyer, puisque une personne peut faire vivre autour d'elle des enfants et une personne célibataire avec le même revenu, enfin le même salaire, n'aura pas le même niveau de vie. En fait. C'est vrai que ces notions-là, après, elles sont... Bon, en tous les cas, sur cette base-là, donc à 60% du revenu médian, 17% d'Européens vivent sous le seuil de pauvreté. Cette proportion passe de 12% pour les Pays-Bas, qui a le taux le plus faible, à 25% pour la Roumanie, qui a le taux le plus élevé. Pour la France, c'est un bilan qu'on peut faire aussi de notre politique sociale, d'une certaine manière, le taux de pauvreté est de 13,6% en 2017, 16,7% en Allemagne. Si maintenant on prend la très grande pauvreté, là on est à 40% du revenu médian, donc en dessous, les écarts sont légèrement modifiés. En moyenne, 6,3% des personnes sont touchées en Europe. En moyenne, hein. En Roumanie, 14,5%, Espagne, 11,2%, Grèce, 10,1%, donc c'est les taux les plus élevés de grande pauvreté. En Allemagne, on est à 5%. Le Royaume-Uni et la Suède à 4,8%, donc très proche de l'Allemagne. Et c'est en France que la part de la population très pauvre est la plus faible en Europe aujourd'hui. 2,8% selon Eurostat. Pays-Bas 3%, Belgique 3,4%.
Donc ça veut dire que malgré les insuffisances et les critiques qu'on peut faire par rapport à notre système social, il n'est pas si mal placé que ça aujourd'hui en Europe. Et en particulier sur la très grande pauvreté. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de l'intervention de Philippe qui a donné beaucoup de sa personne et de sa voix qui n'avait pas été appréciée. Je vous invite à notre prochaine séance du Café Citoyen qui aura lieu le 15 mars avec un intervenant que vous avez déjà vu cette année si vous êtes venu à Capellia, puisqu'il s'agit d'un des 4 auteurs de l'histoire populaire de Nantes, professeur d'histoire Alain Croix, qui viendra nous parler au cours de cette soirée des migrations à Nantes, des origines jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup de flux migratoires en ce moment. Et bien, il viendra faire le point sur ce qui se passait dans la région depuis bien longtemps. Et je suis sûr qu'il saura lui aussi vous captiver. Bonne fin de soirée à tout le monde et à bientôt.